Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre comme tous les mercredis, espace 20h30, 22h pour ceux qui sont en Afrique centrale. Nous parlons des problèmes liés aux collectivités territoriales décentralisées dans le cadre des regards sur les communes. Une thématique nous intéresse ce soir. Nous parlerons bien sûr de booster l'entrepreneuriat jeune dans les collectivités territoriales décentralisées. Nous avons constaté que la jeunesse tend à se plaindre un peu trop en disant qu'elle serait lésée par ces collectivités territoriales décentralisées qui ne prêtent pas du tout une oreille attentive, car pourtant, construire un pays également, c'est avec sa jeunesse qui devrait d'ailleurs prendre le flambeau après que les vieillards soient partis. Merci de nous faire confiance ce soir et nos invités sont déjà presque tous sur ce plateau. Nous avons la crème, je voudrais dire la meilleure des crèmes, sur ce plateau ce soir avec beaucoup de plaisir. On va les présenter comme toujours. Nous commençons par le plus ancien, bien sûr, Vincent Yedeux. Vincent Yedeux est conseiller municipal, bien sûr, et il officie au conseil municipal de la mairie de Douala. Troisième, il nous rend visite ce soir. Monsieur Yedeux, bonsoir et merci de nous rendre visite. Bonsoir Raoul, bonsoir à mon copanéliste. Je salue vos milliers de téléspectateurs. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous répondons à votre invitation, n'est-ce pas, pour édifier vos multiples téléspectateurs. Vous avez d'ailleurs le bonsoir de nos téléspectateurs qui apprennent déjà à vous aimer sur ce plateau. Vincent Yedeux, conseiller municipal. On va dire, futur maire, pourquoi pas, c'est bien évident. Il vous apprécie et il me demande de vous le dire. Et j'ai fait le devoir de le faire, conseiller. Alors, je suis honoré, n'est-ce pas, par ce que vous venez de me dire, et c'est une responsabilité, n'est-ce pas, qu'il va falloir assumer. Il faudra y aller jusqu'au bout. Voilà. Merci à vous. Le tout nouveau sur ce plateau, effectivement, mais il est connu sur d'autres plateaux, sur Dash News notamment, dans le cadre de Table 8, dans sa version débat. Il est avec nous ce soir pour la toute première fois, son baptême de feu, je voudrais le dire, dans le cadre des regards sur les communes de patriarche Abel Elimilobé, ancien conseiller municipal, très actif d'ailleurs pour ce qui concerne des problèmes liés aux collectivités territoriales décentralisées, un développement avéré. Il est avec nous ce soir, patriarche. Bonsoir et merci de nous rejoindre ce soir. Bonsoir Raoul. Je voudrais vous remercier de m'avoir associé à cette émission que je considère comme une émission toute particulière dans la panoplie des émissions que les organes de presse organisent. Et je l'ai beaucoup demandé. Il me semble que les organes de presse, les radios, les télévisions n'ont pas compris qu'il fallait accompagner la décentralisation en ayant des programmes spécifiques à la question réservée, à la question de l'efficacité des communes et même des régions, bref, des collectivités territoriales décentralisées. Et pourtant, Dieu seul sait que la réforme constitutionnelle de 1996 a consacré les collectivités territoriales décentralisées comme des acteurs principaux, pas secondaires, principaux du développement économique et social du pays, dans son aspect le plus en relation avec les populations directes. Donc, au lieu qu'on on utilise notre temps, qu'on le consacre à des querelles autour des jeux, le football en particulier, les radios et les télévisions feraient œuvre utile à faire réfléchir suffisamment sur la décentralisation, la peine qu'elle a à prendre véritablement encore, les obstacles, etc., etc. D'où les félicitations que je vous adresse d'avoir choisi de consacrer chaque semaine du temps pour réfléchir sur les collectivités territoriales. On ne peut pas être dans une organisation institutionnelle où le chef de l'État est en train de se décharger, le gouvernement est appelé à se décharger sur de nombreuses questions
notamment la question de santé, la question économique, les questions culturelles, les questions sportives qui occupent les Camerounais à 90%, les questions culturelles, etc. On ne peut pas être dans une telle posture. Le gouvernement se décharge sur les collectivités territoriales décentralisées et on n'a pas le regard sur ces collectivités-là. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Est-ce que ça se passe bien? C'est d'autant plus important que maintenant, vous avez des courants de pensée anti-décentralisation qui se mettent en place. Et c'est bien que vous ayez M. Idé, conseiller, qui appartient à l'école de pensée qui voudrait qu'on sorte de la décentralisation pour une autre forme de l'État. Très bien. Et c'est important. Vous voyez donc que ce débat qui a eu cours au grand dialogue national ne devrait pas être occulté par les organes de presse. Il s'agit même de nos vies au quotidien. Très bien. Vous allez le voir certainement au cours de cette émission. Merci beaucoup, Abel et Libye Loupé. Je rappelle que Regard sur les communes est la seule émission au monde, je dis bien au monde, qui est consacrée uniquement aux collectivités territoriales décentralisées. Une idée originale d'un certain Raoul Pepin, Béna que je suis, en tout cas, qui est bel et bien accompagné par Dash News qui m'emploie effectivement. Nous essayons de mettre en branle ce processus de décentralisation qui est mis en branle depuis 2010 au Cameroun, dont les tests sont en préparation depuis fort longtemps. Nous allons certainement consacrer beaucoup de temps pour y aller et avec les différents acteurs, nous saurons comment mettre en place cette décentralisation. En tout cas, nous ne faisons que de la pédagogie. Maintenant, il y en a qui font de la pratique. Ce n'est plus notre travail là-bas. Merci à vous, Abel et Libye Loupé. Notre troisième invité sur ce plateau, Eros Ekwala. Eros Ekwala est notre consultant agro-environnementaliste, expert en ingénierie et développement local. Eros, bonsoir. Bonsoir Raoul, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les soirs. C'est un honneur pour moi d'être à côté d'un monument, M. Abel et Libye Loupé. Merci de nous rendre une nouvelle fois visite ce soir à Eros. Y a-t-il les nouvelles des collectivités territoriales décentralisées? La plus grosse nouvelle, c'est concernant les collectivités territoriales décentralisées, c'est le décret du chef de l'État, que le chef de l'État a bien voulu publier cet après-midi, portant sur la répartition de la dotation liée à la décentralisation et le développement local. C'est la plus grosse actualité au sommet de l'État. Qu'est-ce que le décret dit? Alors, le décret fixe ce montant à un peu plus de 252 milliards de francs CFA. On constate quand même que l'enveloppe a connu un peu d'épaisseur, contrairement à l'édition 2022 et 2021. Et dans ces innovations-là, entre guillemets, il y a le timing également. Dans les éditions passées, c'était autour du mois de janvier et au mois de décembre. Je crois que nous sommes en septembre. On va dire que le chef de l'État peut-être voudrait que les questions liées au développement local soient abordées à partir du mois de janvier, compte tenu des dispositions et des disponibilités budgétaires. Alors, il y a certainement des répartitions, des quotas de répartition. On espère mieux que les communes et les régions qui sont hors des grandes métropoles pourront peut-être en bénéficier un peu plus. On espère que ça sera le cas. Quoi d'autre comme actualité au sein des collectivités territoriales décentralisées? Pour l'instant, c'est la plus grande actualité. On n'a pas beaucoup eu accès aux actualités des communes qui ne communiquent pas beaucoup. Les informations dans la plupart des plateformes numériques des collectivités locales territoriales décentralisées datent d'avril 2023, qui pour la plupart sont liées à la tenue des conseils municipaux. La mairie de Cocody, en Côte d'Ivoire, a pourtant vu son maire un peu inquiété avec forcément cette descente musclée au sein des locaux de la mairie pour faire une perquisition. Le maire venait juste d'être réélu. Il faut dire que c'est un maire qui officie dans ce parti qu'on appelle le PDCI-RDA. Il a donc été réélu quelques jours seulement après cette réélection. Il a eu donc la visite des agents de l'État pour perquisitionner les lieux. On ne sait pas jusqu'ici de quoi il s'agit, mais au fait, c'est une information qu'il faudra également savoir. Merci et donc à vous. Merci à vous, Eros Ekwala, pour cette information venant des collectivités territoriales décentralisées. Je vous suggère maintenant de prendre ce premier arrêt qui nous parlera certainement. C'est un décryptage, quelques conseils à prendre pour maintenir, pour entreprendre. Il y a quelques conseils qu'un jeune entrepreneur voudrait d'ailleurs nous donner. À partir de là, nous y allons et nous revenons sur ce plateau.
Je m'appelle Paul Niabia et je souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'entrepreneuriat, ici, on parle de business, ici, on partage des idées qui vont te permettre à toi qui es jeune, qui veut te lancer dans l'entrepreneuriat, à enfin traverser le premier pas. Je t'invite donc à t'abonner sur ma chaîne et surtout Et donc, le simple fait de croire qu'un jeune peut avoir une idée, la mettre sur pied et la faire grandir est presque impossible. Et donc, généralement, lorsque tu veux entreprendre, tu as souvent certaines barrières en tant que jeune. Et ces barrières sont souvent autour de toi, dans ton environnement, donc la famille, les amis. Ils essaient de te décourager, mais ce n'est pas d'un mauvais œil. C'est-à-dire que pour eux, ils aimeraient bien que tu puisses avoir la voie classique. Donc, école, travail, dodo. Donc, ils aimeraient donc que tu puisses terminer avec ton école. Ensuite, tu cherches un boulot comme tout le monde. Et donc, après, lorsque tu as une expérience, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais ça, c'est vraiment le classique que la société nous a forgé, nous a imposé. Donc, pour moi, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de passer par cela. Et donc, si tu as une idée d'entrepreneuriat et que tu penses que ton environnement sera peut-être une barrière, moi, ce que je peux te conseiller déjà de prime abord, c'est de commencer ton idée en aparté, en solo, la faire grandir et lorsque tu as les résultats, de venir la présenter dans ton environnement. Bon, ça, c'était juste une parenthèse. Moi, je pense donc que c'est bien d'entreprendre lorsqu'on est jeune. Et la première raison pour laquelle je pense que c'est bien d'entreprendre en tant que jeune, eh bien, c'est son âge. Pourquoi son âge? Lorsqu'on est jeune, on a assez d'énergie et on n'a pas de responsabilité. Si tu as assez d'énergie, c'est-à-dire qu'imagine que ton domaine d'activité dans lequel tu veux te lancer demande que tu puisses avoir de la force physique, eh bien, tu es jeune. Tu vas commencer à, s'il faut porter des cartons, tu vas porter tes cartons, tu vas faire toute la manutention qu'il faut et donc tu as assez d'énergie pour le faire. Et vu que tu es jeune, tu es à la charge de tes parents, tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'enfants et donc tu n'as rien à perdre. Tout ce que tu peux faire, c'est de te lancer. Et donc pour moi, la jeunesse, c'est réellement un gros avantage. Je pense que le risque de notre génération, c'est de ne pas assez prendre de risques en réalité. Parce qu'on a tout le temps, on a toute la jeunesse devant nous, on a assez de temps pour essayer, faire des erreurs et recommencer. C'est la raison pour laquelle moi je pense en réalité que l'âge est la première raison pour laquelle tu devrais définitivement penser à te lancer dans l'entrepreneuriat. La deuxième raison pour laquelle moi je pense qu'il est bien de se lancer en entrepreneuriat lorsqu'on est jeune, eh bien c'est la facilité de se créer un réseau. Notre génération, on a l'avantage d'avoir avec nous les réseaux sociaux. Et nous sommes très bien habitués avec les réseaux sociaux. Ce qui fait en sorte que c'est facile de se faire connaître, c'est facile de présenter son produit et de le faire connaître par beaucoup de personnes. Là, ça va éviter que tu puisses avoir recours aux frais pour faire le marketing. Et donc, tu as un grand réseau autour de toi. Beaucoup d'entre nous, nous sommes suivis par un certain nombre de personnes sur les réseaux. Et nous avons des camarades qui sont aussi suivis par beaucoup d'autres personnes. Donc, si tu lances ton activité, tu vas faire partager autour de toi et tes amis vont partager. Ça fait en sorte que tout le réseau autour de toi va partager ton produit et puis ton activité sera de plus en plus connue. Donc, pour un début, c'est un gros avantage. Donc, définitivement, lorsque tu es jeune et que tu vas entreprendre, tu as encore cela d'avantageux et surtout pour notre génération, c'est un très gros avantage. La troisième raison pour laquelle je pense que entreprendre lorsqu'on est jeune est très bien, c'est la pauvreté. Parce qu'en réalité, on est tous pauvres en tant que jeunes. Et ne pense pas que l'argent de tes parents, c'est ton argent, mon ami. L'argent de tes parents n'est pas ton argent. Et il faut se mettre cela en tête. Donc, lorsque tu es jeune et que tu vas entreprendre, tu n'as pas d'argent. Tu es pauvre. Et donc, vu que tu es pauvre, tu vas faire tout par toi-même pour un début. Et l'avantage avec cela, c'est que ça va te permettre à toi d'avoir beaucoup plus de compétences. Imagine-toi en train de te lancer dans un domaine où tu dois faire de A à Z par toi-même. Donc, si ton domaine, tu dois faire de la production d'un produit, je vais par exemple prendre l'exemple de la cosmétique. Tu dois apprendre à faire le produit, à faire tes formules toi-même. Tu dois apprendre à faire la livraison. Tu dois apprendre à faire le marketing, la comptabilité. Eh bien, vu que tu es pauvre, tu dois le faire par toi-même et c'est des compétences que tu gagnes au fur et à mesure. Laisse-moi te faire comprendre qu'il n'y a pas de plus grand avantage que de maîtriser sa chaîne de production, sa chaîne de vente de A à Z. Et ça, c'est un gros avantage. Et cela fait en sorte que plus tu évolues et lorsque ton activité prend de plus en plus d'ampleur, tu pourras donc après essayer de recruter. Et donc, ça va te permettre à toi de mieux contrôler ton activité parce que tu l'as déjà fait par toi-même. Et donc, vu que tu l'as fait par toi-même, c'est plus facile de déléguer et de surveiller ce que tu as délégué, vu que tu sais comment ça marche. C'est donc là les trois raisons pour lesquelles moi, je pense qu'il est important d'entreprendre lorsqu'on est jeune. Pour moi, il était assez important de vous faire passer ce message. Eros, alors,
Commençons par comprendre ce qu'on entend par entrepreneuriat jeune. De façon plus simple, on ne va pas entrer dans les explications compliquées. De façon plus simple, entreprendre n'est rien d'autre que mettre sur pied des activités bien coordonnées, bien orientées, qui répondent à un certain type de besoin, avec pour l'objectif, c'est de contribuer à l'amélioration de nos conditions, qu'elles soient des conditions environnementales, qu'elles soient les conditions économiques, qu'elles soient des conditions financières. L'objectif de l'entrepreneuriat, c'est de participer, de contribuer efficacement et de façon efficiente à l'amélioration de nos conditions de vie. Maintenant, l'entrepreneuriat jeune n'est rien d'autre que l'ensemble de tout ce qu'on a dit qui doit être porté ou qui doivent être portés par des jeunes, compte tenu de notre contexte au regard de la composition sociologique de notre population. La majorité de la population, pour ne citer que le cas du Cameroun, et c'est d'ailleurs le cas pour la majorité des pays en voie de développement, sont relativement jeunes, dont l'âge est situé entre 15 et 35 ans et un peu plus. Donc, c'est le peu qu'on puisse dire de ce contexte, de ce concept d'entrepreneuriat jeune. Maintenant, en référence de ce que l'élément que vous venez de diffuser soulève des points essentiels. Jeune parce qu'on a beaucoup d'énergie, jeune parce qu'on a de la compétence, mais on devrait entreprendre lorsqu'on a suffisamment la maîtrise du domaine dans lequel on veut bien se lancer. Cela n'a rien à voir avec l'intelligence, cela n'a rien à voir avec l'énergie, sauf si on veut développer des activités mécaniques qui demandent de l'énergie physique, proprement dite. Il faut une bonne dose d'expérience en termes de maîtrise du domaine dans lequel on veut intervenir, on veut entreprendre, parce que de la maîtrise du domaine dans lequel on veut entreprendre vient le succès de l'activité ou de l'entreprise qu'on voudrait mettre sur pied. Ce qu'il est important de faire comprendre aux jeunes, qu'on ait quitté du concept d'activité génératrice de revenus au contexte d'entrepreneuriat, qui, lorsqu'on a dit que cela doit contribuer à l'amélioration des conditions de vie sur le plan social, ça induit la création d'emplois. Donc, l'entrepreneur jeune doit mettre à l'esprit qu'il n'est pas là pour créer des activités génératrices de revenus à son propre compte personnel, mais qu'il est là pour créer et générer de l'emploi, parce que c'est cela qui contribue à l'amélioration des conditions de vie de la majorité. Et par-dessus, de contribuer au développement communautaire. Très bien. Parlons-en maintenant, conseiller Guédu. Alors, vous qui êtes habitué aux plans communaux de développement, c'est comme ça qu'on les appelle, ou bien les plans de développement communaux, ou bien les plans communaux de développement, c'est qui était appelé avant sur d'autres appellations. Alors, les plans communaux de développement tiennent-ils compte des projets isolés conçus par un individu ou un groupe d'individus désireux d'ouvrir une entreprise ou tout simplement de se lancer dans l'agriculture, la pisciculture et bien d'autres choses? Bon, si vous me permettez d'abord de réagir à l'élément que nous venons de suivre. Vous voyez, je constate là que ça, c'est un pur produit, n'est-ce pas, de l'esprit francophone. Il parle de l'individu qui doit entreprendre. Il parle d'un individu. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un monde tel que les gens doivent se mettre ensemble pour pouvoir réussir. Les gens doivent mettre ensemble un certain nombre de compétences pour pouvoir atteindre un objectif commun. Donc, c'est vrai ce qu'il dit. Peut-être individualiste, trop individualiste. Oui, c'est ce qu'on nous apprend dans le système francophone. À travailler seul, à cacher, à faire en sorte que ton voisin ne voit pas ce que tu es en train de faire. Mais dans le système anglophone, dans le système anglo-saxon, on apprend les élèves à travailler ensemble, à avoir des projets communs. Pour les jeunes filles, elles vont commencer à faire la cuisine ensemble. C'est-à-dire que celles qui ne savent pas que c'est tel ingrédient qui entre avant tel autre vont apprendre aux côtés des autres. Jusqu'à un certain âge où, lorsqu'ils ont des projets, ils vont se mettre ensemble. On a d'ailleurs un exemple là-dessus. C'est Facebook que nous utilisons. Vous voyez bien que c'est deux jeunes qui se sont mis ensemble pour créer ce qu'on a aujourd'hui. Donc, quand on reste dans le système où on veut entreprendre, on veut être chef d'entreprise, on veut être entrepreneur, on veut commander.
on veut vraiment, ça a des limites. On veut devenir riche. Ça a des limites. Donc, je crois que c'est le petit bémol que je voulais apporter à, tout à fait. Pour la l'élément de tout à l'heure. Maintenant, pour revenir à la question, il faut dire que les plans, les PCD, plans communaux de développement, prennent quand même en compte un certain nombre d'éléments. Et là-dedans, il y a des prévisions qui sont faites pour un certain nombre de projets liés à la jeunesse. Et à ce sujet, d'ailleurs, il y a des montants alloués, sauf que ces montants ne sont pas significatifs. En fait, quand vous dites des projets liés à la jeunesse, ça veut dire que on sous-entend qu'un jeune pourra venir proposer un projet bien après et puis on tiendra compte, ou bien en élaborant ces plans de développement communaux, on a déjà ces plans communaux de développement, on a déjà ces projets qu'on intègre. Généralement... Parce qu'il y a des projets isolés qui peuvent naître au cours d'un mandat ou bien au milieu d'un exercice, et on sait comment faire. Oui, généralement, on prévoit la formation des jeunes dans des domaines particuliers. Donc, on met des moyens pour les capacités et en faire des futurs entrepreneurs. Je voudrais parler, par exemple, de la fabrication des pavés. Donc, on prévoit un certain montant pour former les jeunes dans la fabrication des pavés. Et au sortir de là, ils vont être capables, n'est-ce pas, de fabriquer des pavés. Ils peuvent donc être accompagnés à partir d'une petite enveloppe, n'est-ce pas, pour leur permettre de commencer à fabriquer des pavés. J'ai parlé des pavés, je peux parler de l'agriculture, je peux parler de la pisciculture et autres. Tout à fait. Bon, maintenant, les projets individuels, quelquefois, connaissent également un accompagnement, sauf qu'il est très peu significatif. Je crois qu'il y a des commissions au niveau de la commune qui s'occupent des attributions des aides sociales et économiques. Et à ce niveau-là, le projet est présenté, sauf que il y a tellement de personnes qui sollicitent la commune au point où elle est obligée de rationner, puisque en réalité, elle veut atteindre le plus grand nombre de personnes. Donc, elle ne peut pas se limiter à une petite poignée, bien que cette poignée-là ait des projets viables ou fiables. Elle est donc obligée de subdiviser la cagnotte, n'est-ce pas, pour à la limite de ses moyens, on va le dire. Oui, pour toucher le maximum de jeunes possibles. Tout à fait. Voilà. Abel Eddy Bilobé. Mais pourquoi entendre le conseiller Guideux, c'est dire quand même qu'il y a ces opportunités. Les communes peuvent financer des projets de jeunes, même si c'est parfois isolé, c'est-à-dire les projets qui arrivent en plein exercice, qui ne passent pas forcément par un plan communal de développement, mais qui peuvent être financés par une commune. Mais pourquoi l'on a l'impression que l'entrepreneuriat des jeunes n'est pas assez soutenu par ces collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire que par les communes, les régions et tout ce que vous savez? Le problème que nous avons avec les collectivités territoriales décentralisées, c'est qu'elles sont libres. Elles sont libres d'arriver à des résultats ou pas. Elles s'administrent librement. Elles s'administrent librement. Tout à fait. Disons que la personne qui a pensé tout ça, on peut dire le chef de l'État, a estimé que ce sont les électeurs qui doivent pouvoir demander des comptes. Donc, à partir de ce moment-là, les collectivités semblent oublier qu'elles ont une obligation de résultat. Et donc, comme elles oublient qu'elles ont une obligation de résultat, eh bien, il y a de nombreuses missions que la loi leur assigne, mais qu'elles n'accomplissent pas. Et à la fin, il n'y a personne pour leur demander un bilan par rapport à ça. Il faudrait peut-être qu'à travers des émissions comme celle-ci,
qu'on apprenne à nos électeurs à voter pour que leur vote ait une fonction de stimulation sur l'obligation de résultat. Qu'on cesse de voter des gens qui sont déjà élus. N'allez pas, ne sortez pas, ne vous égarez pas. Non, vous laisserez étendre les tentacules non, pas du tout. Va nous échapper. Pas du tout. Je vous suggère de rester dans je reste dans l'essentiel puisque vous voulez des résultats. Tout à fait. Voilà. Si les gens n'ont pas peur d'être démis ou chassés ou remplacés quand ils n'ont pas de résultats, ils ne vont pas faire les efforts nécessaires. Tout à fait. Et donc, en matière d'entrepreneuriat jeune, ce n'est pas facultatif. Le comportement de la commune par rapport aux jeunes et à l'idée qu'il faut les aider à s'insérer dans la vie active, gagner le pain quotidien, ce n'est pas facultatif, c'est impératif, puisque c'est une compétence transférée par la loi. La loi dit, dans l'article 156 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, pour ce qui concerne les compétences du point de vue du développement économique qui semble nous intéresser. Ce soir, bien sûr. L'action économique, les compétences suivantes sont transférées aux communes. Je vous fais l'économie de tout ce qui précède. L'appui aux micro-projets générateurs de revenus et d'emplois. Il faut que les collectivités, autant elles veulent créer des écoles, autant elles veulent arranger les routes, autant elles veulent, je ne sais pas, faire de la police municipale, autant elles veulent récolter des impôts, autant elles doivent apporter un appui au projet que les habitants de la commune peuvent avoir, tout à fait, qui vont permettre de générer des emplois, lutter donc contre le chômage et procurer un revenu à ceux qui exercent ces emplois-là ou qui développent ces projets-là. Donc, toutes les collectivités, toutes, sans exception, quel que soit le lieu où elles se trouvent, quel que soit le lieu où elles se trouvent, devraient avoir une organisation fonctionnelle visant à financer les micro-projets généraux. Ce n'est pas facultatif. Bon, l'impression que l'on a donc, c'est que... Ce n'est pas l'impression. La réalité est que si vous allez dans les communes ici, vous ne trouverez aucune qui a un fonds d'appui aux micro-projets générateurs de revenus. On peut comprendre ça? Mais ça mérite que les maires soient sanctionnés en fin de mandat. Mais si le plan de l'activité... S'il y avait un problème en amont, Abel et Bilobé, on vous a brandi un plan communal de développement. On vous dit que tout projet qui mérite un financement devrait être dorénavant inscrit dans ce plan communal de développement. C'est peut-être là aussi un problème. Mais écoutez, on dit appui au micro-projet. On n'a pas dit que l'appui là est forcément financier. Très bien. Sauf qu'il ne peut pas être financier aussi. On a un conseiller actif qui est avec nous. Je vous le donne la parole. Donnez-moi 2 minutes. Conseiller, est-ce que les maires nous disent que le projet qui n'est pas inscrit dans le PCD, le plan communal de développement, et qu'il est financé par la mairie, le maire tombe sur le coup maintenant d'un détournement des deniers publics? Est-ce que c'est vrai? Enfin, ce que je sais, c'est que dans le programme communal de développement, il y a les projets inscrits par ordre de priorité. Oui. Ça, c'est des projets communautaires, c'est-à-dire que vous prenez dans les différents villages. C'est les populations, oui. C'est-à-dire que c'est la remontée d'informations venues de la base. Tout à fait. Les populations vous disent, voilà ce que nous voulons en priorité. En termes de communauté, bien sûr. En termes de communauté. Bien sûr. Et là-dedans, la formation des jeunes. Oui, y est. Voilà. C'est-à-dire qu'elle surplombe les projets individuels. Bon, mais là maintenant, si après tout ça, un jeune a maintenant une initiative, ils sont peut-être de Paris, c'est où?
il vient ou bien de l'école, il vient maintenant avec un projet, est-ce qu'il ne peut pas soumettre à la mairie? Et que l'exercice là, effectivement, la mairie essaye de financer ce projet. En ce moment-là, c'est possible? Ce que je vous ai dit, c'est que la mairie va appliquer la politique de ses moyens. Ouais. Il y a justement un fonds qui permet de soutenir les projets qui ne sont pas inscrits dans le PCD. Oui, ça dit que ça, c'est des aides sociales et économiques au niveau de la commune. Tout à fait. Donc, il y a un budget là-dessus. Il y a une ligne budgétaire là-dessus. Il y a une ligne là-dessus. Très bien. Vous avez répondu à ma question. Voilà. Abel Libidobé, continuez. Je reviens un peu dans votre échange pour dire que l'appui au micro-projet générateur de revenus et d'emploi renvoie à l'aide qu'on donne aux individus, aux citoyens de la commune, pour gérer, traiter la question du chômage. Ce n'est pas antinomique, ça ne s'oppose pas, ça peut exister dans le programme communal de développement. Ça peut être dedans. Ça peut aussi ne pas être dedans. N'oubliez pas que dans les ressources que les collectivités ont, bien sûr, il y a la dotation générale de la décentralisation. Dans les communes d'arrondissement, il y a la dotation de fonctionnement que la communauté urbaine ajoute. Pour ceux qui sont dans les communes d'arrondissement. Tout à fait. Dans les communes d'arrondissement. Mais tout ça ne représente pas 50% des revenus d'une commune. Pour que la commune puisse financer ses programmes communaux de développement, j'entends par ça, peut-être que c'est un nouveau nom, mais c'est ce qu'on appelait avant les plans d'action. Tout à fait. Plan d'action communal. En fait, c'est la même chose qui n'a que changé. Voilà, on va faire un pont ici, on va construire une école là-bas. Ça, c'est l'infrastructure qu'on met à la disposition des populations. Cette infrastructure-là, pour la réaliser, on peut requérir des entreprises qui existent déjà. Si on veut faire un pont, on peut appeler Sato, Mesako, je ne sais pas qui. Mais on peut aussi dire que, OK, compte tenu des exigences techniques qui ne sont pas particulièrement lourdes, on peut faire exécuter ces travaux-là par des citoyens de la commune qui ont des entreprises compétentes en la matière. Tout à fait. Par exemple, il a cité tout à l'heure, on veut faire des routes en pavé, au lieu d'aller les acheter dans une entreprise qui se trouve dans une autre commune, eh bien, on a des jeunes sur on place. peut demander, on peut faire un appel d'offres et les jeunes de la localité qui ont la capacité à le faire. Ou alors, on commence d'abord par capaciter les gens, puis maintenant, ces gens s'installent à leur propre compte. Et avec, par exemple, un système de financement qui peut être un financement remboursable, un État, une commune peut mettre sur pied un dispositif de financement. Le financement peut être un don, le financement peut être un prêt. On vous prête, on vous donne des marchés pour que vous ayez du travail, on vous met le pied à l'étrier et quand vous travaillez, on vous paye et vous payez aussi votre dette. À un moment donné, votre entreprise prend son envol. Des schémas pour mettre tout ça en œuvre. Et les emplois sont créés, le chômage est réduit. Ce qui est important, c'est de savoir que quand on dit appui au micro-projet générateur, on ne parle pas non plus seulement des individus qui pourraient faire. N'oubliez pas que dans la loi fondamentale de la décentralisation qu'on appelle la loi d'orientation, que rien n'a rendu caduque, l'existence du code général n'a pas rendu, on n'a pas dit que la loi d'orientation de la décentralisation est devenue caduque. Non, on ne l'a pas dit. Dans la loi d'orientation de la décentralisation, là où le chef de l'État définit sa vision de la décentralisation, il dit à l'article 34 que les collectivités territoriales, et là, c'est les communes et les régions ensemble, peuvent créer des établissements ou des entreprises publiques locaux conformément à la législation en vigueur applicable aux établissements publics, aux entreprises ou aux sociétés à participation publique
et aux personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique. La puissance publique étant ramenée ici à la collectivité territoriale. Donc, le code général, la loi d'orientation de la décentralisation, dans cette loi-là, eh bien, le chef de l'État exprime, il donne la voix. Il dit aux communes, créez des entreprises vous-même. Une commune peut créer une entreprise, une briqueterie d'ailleurs. La commune de Douala, tout récemment, a inauguré une briqueterie, quelque part là dans la ville. C'est pour que les briques qui sont fabriquées là peuvent être vendues à des particuliers, peuvent être utilisées par elles-mêmes, qui payera quelque chose au démembrement, à la régie qu'elle a créée pour faire ça. Vous comprenez? Donc, l'appui au micro-projet générateur de revenus vise deux aspects. Les projets que la commune elle-même peut créer pour générer les revenus, puisque une partie du financement du budget doit provenir des activités génératrices de revenus que la collectivité développe. J'ajoute pour terminer que quand on aide, quand la commune aide des jeunes à s'autonomiser en créant eux-mêmes leurs entreprises, que ce soit en 2 ou en 3, en 4, donc en groupe, que ce soit individuellement, il ne faut pas diaboliser l'initiative personnelle, elle crée en même temps des contribuables. Tout à fait. La commune elle-même. Elle crée des contribuables. Et l'un des problèmes que les communes rurales ont, c'est justement que, à force de ne pas savoir mettre en commun les paysans pour, par exemple, avoir des coopérations, des coopératives de production, eh bien, les communes rurales se plaignent tous les jours qu'elles n'ont pas de contribuables. Très bien. Merci beaucoup, Abel et Edimi Lobé. Alors, on va demander à la réalisation de nous donner ces images des projets, des multiples projets de jeunes. D'ailleurs, un est sur notre plateau, le consultant nous donnera d'ailleurs, il va d'ailleurs nous aider à commenter ces projets. Héros, c'est quoi là? Là, exactement, c'est quoi? Faites-nous le commentaire de ces images qui défilent là sur le petit écran. Oui, là, je vois des bacs. Il s'agit d'une unité de production piscicole qui est une composante de l'aquaculture. Ce sont les bacs hors sol en béton qui ont la vocation d'assurer une certaine productivité, contrairement à d'autres types d'infrastructures piscicoles qui existent. Donc, il y a les infrastructures de production, les infrastructures de drainage des eaux, que ce soit en alimentation ou en vidange. Donc, c'est le mieux qu'on puisse dire de cette infrastructure qui est en béton, avec une alimentation en eau, avec des tuyaux à pression qui sont visibles à l'œil nu, donc qui ne sont pas encastrés dans le mur. Et au niveau supérieur, on voit une charpente qui a un système d'isolation pour le soleil, pour un système de filtration des rayons solaires. Très certainement, dans ces bacs, on aura des espèces comme les carpes et les tilapias. Ici, il s'agit d'un autre système de pisciculture hors sol avec des bacs circulaires faits des bâches et des cadres métalliques. C'est nettement moins coûteux en termes d'investissement que les premiers bacs qu'on a vus en béton. Ici, l'avantage est qu'à tout moment, ces bacs peuvent être déplacés, donc ils sont modulables. On peut les déplacer selon la convenance de l'utilisateur et selon la configuration de l'espace. Ces bacs ne nécessitent pas de grands espaces. L'alimentation en eau ici est autonome, c'est-à-dire la source d'eau doit être autonome. Ça peut être un forage, ça peut être un puits avec un système de pompage qui permet d'alimenter l'eau à tout moment. Ce qu'il faut relever ici, c'est que les besoins en eau sont en fonction de la capacité de production, sont en fonction de l'activité biologique et du type d'espèce qu'on met dans le milieu d'élevage. Un autre paramètre à tenir en compte, la qualité de l'environnement dans lequel l'infrastructure est implantée, parce que justement, il va se poser un problème de disponibilité d'oxygène, de la teneur d'oxygène dans l'air. Ici, il s'agit des étangs en terre qui sont en train d'être aménagés. C'est des infrastructures qui utilisent pour matière première la terre, qui doit répondre à un certain nombre de qualités, la texture, la consistance et la résistance, de nature à ce que ça puisse contenir de l'eau
dont les bordures sont faites en terre compactée. Ce qu'on appelle l'assiette, c'est-à-dire l'intérieur de l'étang. La profondeur tient compte des pentes, notamment de l'inclinaison du sol, parce qu'il faudrait bien que l'eau entre dans ces étangs sans effort humain et qu'elle ressorte par simple ouverture de la vanne de vidange. Ce qu'il faut dire, c'est que ce type d'infrastructure a nettement une capacité de production moins importante que les deux premières, justement parce qu'elle est exposée à de nombreuses intempéries. Mais compte tenu de l'évolution de l'activité, on peut apporter des aménagements, question de permettre d'améliorer la sécurité, notamment l'accès des prédateurs qui peuvent les grenouilles, les reptiles et même l'humain, l'homme, qui a la possibilité de pénétrer cette infrastructure lorsque les procédures d'aménagement ne sont pas optimales. Donc on peut également améliorer la sécurité au niveau de cette infrastructure. Ça permettrait d'améliorer aussi la capacité de production, dans la productivité. Donc, en conclusion, ici, il s'agit d'une production de miel. Il s'agit des ruches qui sont exposées dans les champs, dans la forêt. Et vous allez voir un opérateur qui est bien habillé, qui est bien vêtu et bien protégé, qui essaye d'entretenir ces ruches-là. Et à la fin, on obtient du miel dont la qualité n'est pas très loin du miel naturel. Ici, il s'agit d'une petite unité expérimentale de production d'escargots géants d'Afrique, parce que le Cameroun a la chance d'avoir plusieurs espèces d'escargots, notamment l'escargot géant d'Afrique avec ces deux espèces, Achatina et Achatina fulica, qui ont des bonnes capacités d'adaptation dans notre environnement. Ici, c'était dans une zone urbaine, c'est pour ça que vous allez voir que l'infrastructure est petite, elle est un modèle hors sol. Elle prend assez moins d'espace, contrairement à d'autres types d'infrastructures qui sont aménagées dans les zones rurales. Il s'agit également ici des bacs pour des escargots, géants d'Afrique, mais en béton. C'est fait en matériel de définitif. L'avantage que l'autre système a, c'est qu'il est déplaçable. On peut facilement déplacer ces bacs-là. Mais ici, lorsque c'est implanté, c'est avec des parpaings. Pour ceux qui ont des moyens, on peut mettre des carreaux, on peut aménager, on peut embellir ça davantage. C'est fait pour élever dans les escargots géants d'Afrique, les escargots qu'on retrouve partout et qui ont une bonne valeur nutritionnelle. Il s'agit également d'un autre modèle de bac d'escargotières qui sont adaptables dans notre contexte camerounais. Bon, ici, c'est un autre modèle de bac de pisciculture qui sont ancrés dans le sol. C'est carrément la pisciculture sol améliorée parce que les bacs sont dans le sol. Il y a deux possibilités. La première, c'est que le fond du bac soit dallé. La deuxième, c'est que le fond du bac ne soit pas dallé. Selon que le fond du bac est dallé ou qu'il ne soit pas dallé, il y a des avantages et des inconvénients sur la production et la productivité. Très bien. Bon, ici, c'est un modèle encore plus amélioré des bacs de pisciculture. Vous avez vu avec un système de filtration d'eau. Question d'améliorer la qualité physique de cette eau-là. Elle est beaucoup plus adaptée. Là encore, c'est des ruches pour la production du miel dans les forêts africaines et camerounaises. On va s'arrêter là pour l'instant. On va comprendre maintenant que il y a des projets. Il y a des projets de ce genre. Alors, dites-nous, comment êtes-vous arrivé là et avez-vous sollicité les appuis des collectivités territoriales décentralisées? Oui, en réalité, beaucoup d'appuis, beaucoup de démarches ont été entreprises, mais dans la plupart des cas, c'est un fin de non-recevoir. Donc, les images que vous voyez sont des prestations d'un groupe de spécialistes que j'ai la chance d'encadrer à partir de nos propres volontés. On essaie d'accompagner les porteurs de projets, ceux qui veulent bien se lancer dans ces activités. On essaie de mettre à leur actif nos petites compétences. On essaye, avec les petits moyens que nous avons, d'encadrer les jeunes qui sont volontaires. On en a commencé par Douala, avec un projet il y a 2 ans de la promotion de la pisciculture hors sol, justement pour faire comprendre aux jeunes dont les villages sont devenus les villes, qui nourrissent cette volonté de mener des activités agro-pastorales, qu'il est possible, même étant en ville, de le faire. La preuve, la pisciculture hors sol aujourd'hui a pris de l'ampleur dans les grandes villes du Cameroun. Nous avons mené des ateliers de formation avec des comités de développement dans certains villages, notamment dans le Mungo. On a encadré les populations, mais malheureusement, la majorité de ceux que nous avons encadrés sont des personnes d'un certain âge qui n'ont plus une certaine énergie.
On n'a pas eu beaucoup d'accompagnement des collectivités locales territoriales. Vous en avez sollicité? On a sollicité. Ils vous ont dit qu'il n'y avait pas d'argent. Bon, je n'ai pas eu des raisons pour lesquelles les appuis n'ont pas été mis à contribution, sauf qu'on ne voulait pas forcément les appuis financiers. On voulait justement que les collectivités territoriales décentralisées essaient d'organiser les jeunes, les groupes sociaux, que ce soit les jeunes, les femmes, avec qui on travaille, pour essayer de partager notre expérience, nos compétences, si ça peut contribuer à développer une chaîne économique. De le faire. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu... Un commentaire peut-être. On prendra un commentaire à 1 minute chacun, oui? Oui, c'est-à-dire que cette attitude des élus locaux qui veulent faire du développement en faisant je ne sais pas quel projet, qui veulent faire du développement en résolvant on ne sait pas quel problème, mais en refusant justement de résoudre les problèmes les plus élémentaires de tous les jours, en refusant justement, en ne comprenant pas que la mission qui leur est dévolue, ce n'est pas seulement de construire les routes. Parce que nous sommes dans une configuration où les gens pensent que les collectivités territoriales auront fait leur mission si elles construisent l'hôtel de ville, si elles construisent les routes du quartier, etc. Mais le développement, c'est d'abord l'homme. Qui est au centre de tout ça. C'est d'abord l'homme. C'est pour ça d'ailleurs que si vous regardez la hiérarchisation dans la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées, on ne vous parle pas d'abord d'infrastructure. On vous dit pour le domaine et pour l'action économique, promotion des activités de production agricole, pastorale, artisanale, piscicole d'intérêt communal. C'est la première compétence transférée. La deuxième compétence, mise en valeur et gestion des sites touristiques communaux, construction, équipement, gestion, entretien des marchés, ça ne vient qu'après. C'est-à-dire le béton, l'infrastructure. Donc, il y a que les maires doivent comprendre que quand les jeunes, des jeunes viennent vous voir, nous voulons faire de l'élevage. Vous devez intégrer ça comme une priorité et voir dans quelle mesure les accompagner. Évidemment, les jeunes sortent des écoles ordinaires, des lycées techniques peut-être, on n'en a pas beaucoup. Hein. Je ne sais même pas s'il y a des lycées agricoles dans notre pays. Et il y a quand même l'université de Tchad qui en fait. Moi, je parle de lycée agricole. Peut-être il n'y en a pas. Voilà. Ayabassi peut-être. Bon, voilà, c'est l'unique peut-être. Voilà, vous voyez donc que c'est très compliqué. Bon, donc, comme il n'y a donc pas de lycée agricole, comme nous voulons favoriser la lutte contre le chômage, eh bien, les gens qui sont même déjà diplômés de l'enseignement supérieur peuvent être reconvertis. Et la commune peut donc mettre en route les programmes de reconversion, former les apiculteurs, parce que les enfants qui ont des licences en biochimie, en biologie végétale, etc., ils peuvent être reconvertis en apiculteurs, peuvent être reconvertis en pisciculteurs, et tout ça, on leur donne cette formation qui peut prendre 1 ou 2 ans, qui peut donc nécessiter une bourse de peut-être 10 ou 15 000 francs pour que l'enfant vienne faire cette formation d'1 an. Il a donc cette compétence supplémentaire. Il lui reste maintenant de lui mettre le pied effectivement à l'étrier en mettant à sa disposition un fonds qui va donc lui permettre d'acquérir peut-être ce terrain-là, de commencer à construire ces bacs de pisciculture ou bien les ruches, les acquérir, etc., etc. Et on met en route un mécanisme de remboursement, d'accompagnement, parce qu'il va commencer à produire, on doit le suivre, il rembourse l'argent qu'on lui a donné, puis il devient autonome et la mairie s'en va recommencer l'expérience avec un autre jeune. Et je dis, ce n'est pas facultatif. C'est une obligation. Conseiller, un commentaire. Oui, en fait, lorsqu'on regarde ces images, on se rend bien compte de la distance, n'est-ce pas, qui existe entre ceux qui ont en charge la gestion des communes et les populations. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est à la tête d'un exécutif communal, c'est le bien-être des populations qui doit être la priorité. Et ce bien-être, justement, s'apprécie différemment, comme le disait le grand frère tantôt. D'autres pensent que c'est en faisant des routes,
c'est en... Je ne sais pas trop, c'est en mettant... Qu'on fait exactement ce qu'on doit faire. Oui, mais sauf que lorsqu'on donne la possibilité aux jeunes, n'est-ce pas, d'entreprendre, on les rend autonomes, c'est des contribuables, et il y a un retour sur l'investissement. Et puis, il y a même, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez souvent ça, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne, de valeur qui se crée. Bon, mais pour des raisons purement électoralistes, les gens préfèrent poser des actions tape à l'œil, n'est-ce pas, qui vont donc mettre à leur actif au détriment des populations. Malheureusement. Ainsi, on verra des gens se démêler à construire des hôtels de ville. Je me posais encore la question l'autre jour, je ne veux pas parler de ce qu'on est en train de faire à Douala 3e, qui est à plus d'1 milliard, n'est-ce pas? Mais j'étais en Gambais, une ville où on n'a même pas accès. Mais vous voyez, un hôtel de ville qui est en train de pousser. Pourtant, la commune n'a pas de ressources, la commune n'a pas de marché. Mais cet argent aurait bien pu permettre de créer des coopératives pour pouvoir produire à manger. Parce que quand on est dans la ville de Ngambé, il n'y a pas à manger. Le marché là-bas ferme à 13 heures. Il n'y a pas à manger. Alors que la mairie aurait donc pu créer des champs communautaires pour pouvoir nourrir les populations, des coopératives, créer des élevages, créer des chaînes de pisciculture pour nourrir les populations. Ça leur apporte de l'argent, ça nourrit les populations. Et ça réduit le chômage. Et ça réduit le chômage. Merci beaucoup, conseiller. Alors, on va suivre cet autre élément, effectivement, qui nous vient dans le Noun. Et là, c'est un GIC, des jeunes, vous avez parlé de regroupement de jeunes maintenant, qui se livrent dans le panier à huile et bien d'autres choses, d'ailleurs, très intéressant. Je vous suggère de suivre ce reportage avec beaucoup d'attention. Nous revenons derrière. C'est un regroupement des jeunes cultivateurs ayant foi et faisant preuve d'un dynamisme passionnant. Ici, on a les palmiers à huile, qui est environ sur 6 hectares de palmiers à huile. On a le café, qui est presque sur 5 hectares. Et il y a également un champ d'ananas, qui a presque 1 hectare. L'idée était déjà de développer l'agriculture, surtout la transformation. Parce que déjà le café, je le transforme. Je ne le transforme pas déjà en très grande quantité, mais j'essaye déjà de m'y adapter. Au centre des préoccupations qui sont les leurs, l'on note la culture du panier à huile. L'extension vers la culture du café et du cacao fait naître des ambitions de ce GIC Kautal qui se plaît aussi dans la transformation en produits finis. L'initiative s'inscrit donc dans la lutte contre la pauvreté et la recherche du bien-être. L'objectif déjà du GIC, c'est améliorer la condition de notre vie. Et surtout arriver au niveau où nous pouvons transformer ce que nous produisons. Nous sommes une dizaine de membres, on a 4 femmes et 6 hommes. Comme ça qu'on peut vous présenter donc le GIC Kautal, ma cité. L'objectif final, c'est, je dis tantôt, c'est transformer déjà le produit, donc de transformer tout ce que nous produisons localement. Parce que nous sommes juste à la phase 2. La phase 1, c'est la production. La phase 2, c'est déjà la petite transformation, comme vous voyez là, l'usinage. Maintenant, il faut aller au niveau de la transformation pour avoir du produit fini. À ce titre, les jeunes du GIC Kautal, dans le département de Noun, l'ont bien compris, bien assimilé et font désormais foi de Kaikol. Eros, un commentaire? Oui, c'est des images saisissantes qui révèlent que l'esprit entrepreneurial existe quand même chez la majorité, une bonne majorité des jeunes Camerounais. Mais vous avez vu, il n'a peut-être pas évoqué, mais on peut à travers ces images voir les conditions dans lesquelles il travaille. Tout est encore presque archaïque. Justement, il fait état de ce qu'il
il fait dans la transformation, mais à faible quantité. Je pense que, de mon point de vue, lorsque les individus réussissent déjà à se mettre ensemble pour mettre sur pied de telles initiatives, ils méritent d'être accompagnés, que ce soit techniquement, que ce soit administrativement, financièrement, économiquement. Je quitte le volet de cet élément pour revenir dans ce que le conseiller disait tout à l'heure, le plan communal de développement. Ce qu'il faut faire comprendre, c'est que le plan communal de développement, c'est un cap. C'est un cap. C'est comme une Bible. Maintenant, l'interprétation, la mise en œuvre, c'est autre chose. C'est pour cela que dans l'une de nos émissions ici, je conseillais aux élus locaux, qu'en marge du plan communal de développement, d'élaborer un autre outil de développement qui peut être appelé plan stratégique de développement, qui intègre donc ce que vous dites, l'entrepreneuriat jeune. Parce que dans le plan communal de développement, on inscrit appui aux initiatives jeunes. Mais on ne dit pas de quelle initiative, forcément. C'est générique. Maintenant, en fonction de la réalité, en fonction de la dynamique de l'évolution des choses, vous avez dit tout à l'heure, vous avez posé la question à savoir si un projet n'est pas inscrit dans le plan communal de développement, est-ce qu'il peut être financé? Il arrive 2 ans après, est-ce qu'il peut être réalisé? En réalité, ce qu'il faut faire comprendre, c'est que les appuis à l'initiative entrepreneuriale que nous exigeons, ce n'est pas forcément de l'argent. Monsieur Elimbilou parlait tout à l'heure d'un accompagnement à partir de la capacitation. Est-ce qu'on a appris aux jeunes à se mettre ensemble? On n'a pas forcément appris aux jeunes à se mettre ensemble. Est-ce qu'on a appris aux jeunes à élaborer des projets? On n'a pas forcément fait ce travail. Est-ce qu'on a appris maintenant aux jeunes à élaborer des projets qui correspondent à la réalité et à l'ambition, à la vision de développement que la mairie elle-même s'est fixée? Je doute fort. Sinon, dans la majorité des cas, on ne serait pas dans les conditions de misère, de souffrance pour la majorité des jeunes. Il faut qu'on fasse comprendre qu'aujourd'hui, les collectivités locales, et la loi le dit, le grand frère Libéraux l'a évoqué à suffire, les mairies et les autres entités qui sont contenues dans le champ du développement local doivent tout mettre en œuvre pour structurer une économie locale. C'est une chaîne. Si une mairie doit améliorer son assiette fiscale au-delà des marchés, il faut bien qu'elle structure la microéconomie. Et aujourd'hui, le développement des activités agro-pastorales, l'économie artisanale aujourd'hui est un maillon essentiel dans ce qu'on appelle l'amélioration de l'assiette fiscale. Le plus important, c'est de mettre en exergue toute l'ingénierie qui va avec, dans l'organisation, dans la structuration, dans la définition même des différentes parties prenantes, les acteurs, mais tout cela est porté par une vision globale. Très bien. Elle répond à la question, qu'est-ce que nous voulons pour notre mairie? Qu'est-ce que nous voulons pour notre communauté? Qu'est-ce que nous voulons pour notre collectivité? Abel Libilopé, le mécanisme de financement de ce type d'initiative est-il aussi compliqué au point où il faut peut-être faire des gymnastiques pour y arriver? Parce que ces maires nous donnent l'impression qu'il y a tellement de gymnastiques à faire. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Premièrement, je vous rappelle que quand j'étais conseiller municipal, pendant 10 ans, nous avons voté chaque année 40 millions de francs d'appui aux associations. Aucune association n'a eu cet argent. Il y a une ligne budgétaire dans la nomenclature budgétaire nationale, légale. Il y a une ligne là-dedans. Appui aux associations. La plupart s'en va dans les associations du RDPC quand ils font leur cérémonie. Je ne sais pas quoi. Par exemple, le 20 mai, voilà par exemple le 6 novembre, le 24 mars. Voilà par exemple un détournement de cet argent. L'argent devrait servir à appuyer l'association des femmes qui veulent produire les cabas. Tout à fait. L'argent devait servir, et c'était 40 millions. Hein? C'était 40 millions. Chaque année. Chaque année. Bon, le fait que ça n'augmente pas, j'ai été conseiller 10 ans. C'était quelque chose qui devrait normalement augmenter. Chaque année. Parce qu'on avait atteint 5 milliards de budget. Si dans 5 milliards, vous n'appuyez les associations que pour 40 millions, vous comprenez que l'esprit du maire est ailleurs. Bon. Vous savez, j'ai envie de vous dire que les problèmes que vous posez là renvoient à la qualité des gens qui sont maires. C'est qui? Qui est maire? Qu'est-ce que, avant de devenir maire, quelle idée il avait de sa mission? Qu'est-ce qu'il pensait? Et ça pose un sérieux problème. Et ça risque de faire échouer la décentralisation.
dans son sens opérationnel. Parce que on est élu dans un scrutin de liste. Très bien. On ne sait pas, au moment où on est en train de parler aux électeurs, on ne sait pas qui sera maire. Les électeurs n'élisent donc pas en fonction du programme de M. Raoul. Quand on se présente aux électeurs, moi, Yédé, Raoul, etc., nous sommes dans la même liste, personne ne dit, si je suis élu, voici ce que je vais faire. On pinaille, puisqu'on ne sait pas qui sera maire. C'est quand on a fini et que notre liste a eu la majorité, elle a donc la qualité nécessaire pour faire élire le maire, que le parti va venir dire entre nous là qui sera maire. Le parti, quand il le dit, quand il décide d'investir Raoul, il ne cherche pas à savoir si Raoul a une idée sur la création des micro-projets générateurs de revenus. Encore que c'est pas moi, Raoul. Hein? Oui, c'est pas ton Raoul, ça peut même être un autre. Mais le parti va choisir entre nous là, le militant qui lui est le plus fidèle, je sais pas, qui chante beaucoup les louanges. Et puis à la fin, vous avez donc quelqu'un qui devient maire. C'est quand il est déjà maire qu'il commence à savoir même ce que le code général a dit des compétences. Il est venu à ce poste, il ne savait pas que si je deviens maire, voilà je vais financer, je vais organiser les producteurs de meubles. Je vais faire un endroit où je vais mettre les machines, je vais mettre un cabinet d'études avec des ingénieurs de Polytech qui peuvent dessiner les meubles et les menuisiers sortis avec des CAP et autres viendront regarder. Je mets des catalogues que j'ai importés pour qu'on regarde des meubles et ensuite il y a des machines. Chacun peut venir faire tourner son bois, maintenant aller agencer là-bas, créer des salons d'exposition. Quand il a fini de faire ses meubles, il a un salon d'exposition, il a des toilettes où il peut se laver à la fin de la journée. De l'autre côté, il y a des restaurants parce que si je mets 50 ou 200 menuisiers ici maintenant, les gens qui vendent les tissus d'ameublement vont venir s'installer à côté. Les restaurateurs viendront s'installer à côté. Peut-être qu'il faudra avoir des chambres à coucher pour les clients qui viennent de loin pour acheter ces meubles-là, aller les vendre au Gabon, etc., etc. Quand votre consultant a dit qu'il faut que le maire ait à l'esprit que c'est lui qui doit développer l'économie locale. Et Yédé a dit il doit avoir un effet, comment vous appelez, retour sur investissement. Il développe l'économie locale pour que cette économie paye des impôts à la commune, pour que cette économie-là, qui va être faite par les citoyens de Sabéry, paye des salaires pour que ces gens-là puissent aller se soigner dans le centre de santé communautaire qu'il a créé. Il y a des exemples à ça. Très bien. Regardez, je leur donne un exemple. Vous chutez par là. Les entreprises d'agro-industrie comme les Socapalm, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles faisaient une forêt, l'État leur donne, je ne sais pas, 2000, 3000 hectares. On crée des campements, on fait venir des gens, on met des écoles, on met un château d'eau, on met ceci, puis on met un hôpital, etc., etc. On met un économat où on peut acheter du pain, de la farine, etc. Puis tous ces gens-là servent à produire du palmier à huile. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il fallait leur donner la capacité à produire pour eux-mêmes. Ils font donc d'autres petits trucs à côté de l'activité centrale. Et du coup, les campements comme Mbambou, Mbongo, Niété sont les produits de cette affaire-là. Sauf que c'est un opérateur privé qui vient le faire. Pourquoi une commune ne peut pas faire ça? Je salue donc la commune de la logique du loup. Ils appellent qui? Kautal. Kautal pour dire, vous voyez, moi j'ai parlé de Kautal chez les hommes politiques. Ils ont parlé de Kautal dans la mise en commun de leurs modestes moyens pour arriver à ce petit truc qu'on vient de nous montrer là.
que la mairie de Fumbat, que la mairie de Fumbot, que la mairie de Koutaba, etc., aurait tout intérêt à capaciter davantage, soit par des dons, en disant, OK, nous, on vous trouve des machines pour la lyophilisation du café, c'est pour qu'on écrase le café, patati patata, on le filtre et puis on obtient le café comme Nescafé qu'on peut mettre dans l'eau chaude, ça se dissout, on boit ça qu'on appelle la lyophilisation. Il faut arriver peut-être à ça. Peut-être au café moulu, hein, avec une marque qui sera déposée. Donc, ce sont les maires qui devraient le faire. Organiser. Pourquoi? À cause du mauvais facteur humain. Merci beaucoup. L'incapacité des maires. Conseiller 2, quand vous tenez vos conseils municipaux, quelle est la place que vous accordez à l'entrepreneuriat jeune? Non, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas au cours du conseil que l'on parle de l'entrepreneuriat jeune. Il y a quand même des débats, il y a quand même des c'est au cours du conseil, vous aurez dû, hein? Non, ce que je voudrais dire, à moins qu'il n'y ait, et jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas, à moins qu'il y ait une délibération prévue à cet effet, ce qu'on fait, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a des sessions dans les commissions au cours desquelles on débat sur les attributions, n'est-ce pas, de ces aides économiques. C'est comme ça que ça s'appelle. Bon, maintenant, il peut se prouver également que le chef de l'exécutif, qu'il sélectionne un certain nombre de projets et qu'il décide de les soutenir, de les financer. Il les soumet d'abord à votre approbation. Et cette fois-là, il sera obligé, n'est-ce pas, de passer par le conseil, n'est-ce pas, pour voter une délibération. Mais jusqu'à présent, comme je l'ai dit, rien de cela. La commune dans laquelle je suis conseiller n'a pas soumis ce genre de délibération. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, il y a même dans la loi des prémices de ce qui se passe. Vous avez vu, là tout à l'heure, on parlait du décret du chef de l'État où il consacre 252 milliards de francs CFA. Comme dotation à la décentralisation. Comme dotation à la décentralisation. Vous allez voir là-dedans, il y a 40 millions consacrés à la formation des exécutifs. Tout à fait. C'est-à-dire que on attend que vous soyez élus pour être formé. Pour être formé. Nous sommes aujourd'hui, nous avons été élus en 2020. Nous sommes en 2023. Alors, on est en train de former les gens. On est en train de former les gens. Il reste 2 ans. Qui, dans moins de 2 ans, vont partir. Certains ne reviendront plus. Voilà. Vous voyez, en réalité, comme il le disait, les partis politiques ont une grande responsabilité dans ce que nous disons. Les partis politiques doivent avoir une vision et ils doivent se préparer et préparer leurs militants, leurs cadres à la gestion de ces entités. Ces formations doivent se faire postérieurement. Pas après. Pas après. Mais avant. A posteriori. Oui. On doit former ceux qui sont susceptibles de gérer de devenir maire. De telle sorte que dès qu'ils arrivent, qu'ils démarrent directement à partir d'un projet qu'ils ont déjà dans la tête. Voilà, qu'ils démarrent directement, qu'ils sachent vraiment par où commencer. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et les militants qui sont soit choisis, soit c'est pour le militantisme sans tenir compte de la compétence, soit parce qu'il y a d'autres accointances, soit même c'est le pouvoir financier pour certains qui viennent le dernier jour se faire élire parce que justement, en violant même les consignes du parti pour certains. Et au final, on se rend compte que c'est les populations qui en pâtissent parce qu'une fois maire, ils ne savent donc pas quoi faire pour développer leur localité. Leur localité à laquelle ils n'ont même jamais pensé avant de devenir maire. Un petit détail, si je peux. La législature actuelle, je vous rappelle qu'il y a 7 maires qui ne savaient ni lire ni écrire. Qui ne savaient ni lire ni écrire. 7 maires. Oui, c'est autant. Tu le dis comme si tu t'amusais. Je suis vraiment pas en train de m'amuser parce que je peux même citer les noms des communes sur ce petit plateau, mais j'ai juste peur que ces maires puissent avoir. Non, laisse. On sait que c'est vrai. Moi, j'ai été maire. J'ai été dans une commune où
effectivement, le maire avait toutes les lacunes. Voilà. Donc, il y a cette maire mais ce maire qui avait autant de lacunes était une icône. Je vais vous dire une chose. Le préfet, lors d'un conseil municipal, s'est fâché. Il a dit, mais monsieur le maire, je vous ai dit de chercher un répétiteur, ils apprennent à lire ou à écrire. C'est quoi cette histoire où, quand un conseil municipal, il faut que tu t'ailles le SP t'explique en patois ce qu'on a dit. C'est quand même très compliqué ça. C'est des choses comme ça, c'est vrai, nous sommes au Cameroun, c'est des choses comme ça, et ça existe. Nous ne sommes pas en train de la sur ce plateau. Rentrons dans le nôtre, cette fois-ci à Magba. On va prendre quelques activités connexes qui n'ont peut-être rien à y voir avec la thématique du jour, mais ce sont les activités au quotidien qui sont d'ailleurs en branle. Et à Magba, effectivement, c'est le fonds d'entretien routier qui semble être en branle maintenant. Les routes sont en train d'être dégagées. On va quand même trouver quelques actus. On va demander à l'organisation de donner ces images, je vous en prie. Quelques actus de ce qui est en train de se passer là-bas. Effectivement, ce dégagement des routes, on va suivre cela, ce dégagement de routes, effectivement, le dégagement des artères de Magba. Il y a également des routes qui ont été ouvertes totalement pour que les produits soient totalement transférés vers le grand marché central qui s'offre d'ailleurs un luxe insolent. Donc vous aurez le temps de le voir très prochainement. On parlait d'abord tout à l'heure ce que ces marchés et ces hôtels de ville aussi luxueux dans des localités qui n'en ont pas besoin, mais à Magba, il paraît qu'on a vraiment besoin d'un marché. Et d'ailleurs, vous allez suivre tout à l'heure ce Vox Pop qu'on a pu d'ailleurs faire pour vous permettre à quelques-uns de réagir et comprendre effectivement la joie des populations. Que pense-t-il effectivement de ce qui est en train d'être fait là-bas au regard de ce terrassement? On va écouter avec beaucoup d'attention ce Vox Pop. My name is Godlove Nyanganji. I the Black Plenty for Sise, Mayor of Magba. I don't begin the member with, but the fish was treat them. As you see this place, it will be very bad. Motu be the sing for here. So plenty street, and they will don't start for the duam. They pray say may God give power so that they go do more. So we appreciate Mr. J. Donner plenty for the work way he did do this good work way he did do for Magba. Thank you. Et je suis une fille Bamou. Je suis dans le quartier Milon à Magba. Monsieur le maire nous a fait du bien, il a ouvert notre route. Et on est là dans le marché, en train de faire le marché au bord de la route. Parce que la route est maintenant bien pour nous. Et merci chez monsieur le maire de Magba. Vous avez très bien fait. Merci pour vous. At the field of fire, that's all be the way to assist. However, when I don't come, so no, in fact, if you say we would glad, all man is glad say road pass. Because town way road the glad pass, na town way go big. I'm saying na all so the authority for mayor. For mayor. No, at the time mayor plenty for one way the work for Magba. No be na only way the work. It the be stored for market. All that one, then he plenty. For one way the work for Magba. No one say go again except one say leave for that chair we get upset. Alors, Magba qui a abrité une forte communauté de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qui ont fui effectivement la guerre là-bas. La population pratiquement multipliée par 3. Vous arrivez à Magba maintenant, vous avez de la peine à voir des ticards et des Bamoun. Vous trouverez beaucoup plus nos frères d'expression anglaise qui sont vraiment installés, d'ailleurs bonnement installés. Ils font des activités connexes, des activités génératrices de revenus. C'est le calme total. Avec un peu de chance, nous aurons d'ailleurs le maire de Magba sur ce plateau d'ici quelques semaines seulement. Avec un peu de chance, je le dis bien, on pourra faire une émission à cette hauteur. Sortons de Magba maintenant, allons voir en Kola ce qui se passe là-bas. En tout cas, c'est le maire Ondjigi qui semble être très fier d'avoir accueilli un nouvel établissement dans sa localité, un nouvel établissement scolaire. D'ailleurs, une cérémonie, les images s'il vous plaît, une cérémonie qui a d'ailleurs donné la présence de plusieurs ministres de la République. Vous verrez très bien Luc Magua Malga-Tarna, le ministre du Commerce, le ministre Malgambois y était, et bien sûr Laurent Serge Tounodoua, le ministre de l'Éducation des bases, tous étaient effectivement là-bas dans cette cérémonie. Le maire Ondjigi, très honoré d'ailleurs, était tellement content qu'il nous a envoyé ces photos. Et nous avons également voulu faire honneur en diffusant ces photos pour lui dire, monsieur le maire, nous n'avons pas oublié. Nous savons que vous êtes très, très contents et nous voulons également nous associer à votre joie pour cet établissement. Espérons maintenant que vous en saurez faire bon usage
C'était très intéressant de voir également ces images. Et puis, tout rapidement, maintenant, nous allons partir voir à Bafoussam 1er, effectivement, où le paquet minimum a été remis au chef d'établissement scolaire pour débuter cette rentrée scolaire. C'était une semaine avant le début de la rentrée scolaire. La réalisation également, s'il vous plaît. Faites-nous passer ces images, effectivement, de ce paquet minimum de cette mairie de Bafoussam 1er. Je vous suggère de faire avancer, effectivement, ces images pour que nous puissions nous arrêter, effectivement, au niveau des intervenants. On peut les suivre. De distribuer le paquet minimum aujourd'hui pour permettre que la rentrée scolaire soit effective à Bafoussam 1er. Le gouvernement de la République avait décidé de l'école primaire gratuite au Cameroun. Et c'est là que on nous a donné au début de l'année un crédit pour pouvoir acheter le matériel didactique pour les écoles primaires. Et avec l'assistance de Madame l'inspecteur, nous avons pu quantifier et commander. Et on a été livré vendredi et aujourd'hui, mercredi, on met à la disposition des écoles. Cela permettra donc dans toutes les écoles, la préparation de la rentrée avec les directrices et les maîtresses de vendredi, qu'on leur remette à chaque maîtresse le cahier de préparation et de quoi écrire lundi matin dans les salles de classe. Et sur ce, nous pensons que les résultats scolaires, et nous avons instruit aux directrices d'école, que les résultats scolaires doivent s'améliorer cette année parce que le paquet minimum est venu vraiment à temps et donne le temps aux enseignants de préparer la rentrée scolaire. Vous savez, le maire de Bafoussam 1er a placé l'éducation de base comme l'une de ses priorités. En nous remettant le paquet minimum ce jour, nous allons bien commencer la rentrée lundi prochain. Et comme il a dit dans son discours, nous passerons de 92% à 100% si Dieu le veut, parce que nous faisons tout, nous ferons tout pour que Bafoussam 1er soit premier partout. J'ai même vu dans les paquets minimum, il y a les ballons. Ça veut dire que même sur le plan sportif, Bafoussam 1er sera toujours premier. Je vous remercie. I will first of all give thanks to God, because in anything we say, we give thanks to God first. And I thank our able mayor, Bafoussam 1, who has made an effort, put an effort in such a way that today, the teachers of Bafoussam 1 should have a paquet minimum that will enable children and teachers start school on Monday effectively. We see that tomorrow, schools, as we are being instructed, teachers and the head teacher, they have a staff meeting tomorrow, Thursday. I will help this, I will receive this paquet minimum today. We'll be able to distribute the booklets for teachers' lesson notes so that they'll be able to prepare their lessons and deliver effective lessons on Monday at 7:30 as we are being instructed. Lessons on the board will start at 7:30. We thank you very much. Comment booster l'entrepreneuriat jeune dans les collectivités territoriales décentralisées? C'est la question maintenant. En 3 minutes, nous sortons déjà de ce programme Héros, c'est quoi là? Booster l'entrepreneuriat jeune dans les collectivités territoriales décentralisées, est-ce possible et comment? Oui, cela est possible. La première étape, c'est de reconstruire le modèle socio-économique que nous voulons pour notre collectivité. La deuxième étape, c'est d'identifier le besoin, le potentiel en termes naturels, en termes humains. La troisième étape n'est rien d'autre que de capaciter les individus, les couches sociales cibles pour ce qui est de l'entrepreneuriat de l'entrepreneuriat jeune. Maintenant, les maires, les mairies, les collectivités qui n'ont pas de moyens, même la loi prévoit que qui est l'intercommunalité, 2 mairies peuvent s'associer pour justement mettre sur pied des projets qui profitent aux 2 collectivités. Maintenant, si même dans l'intercommunalité, la coopération décentralisée, ce n'est pas possible, la même loi permet que même une mairie étrangère, une mairie camerounaise peut avoir un partenariat avec une autre mairie étrangère ou un organisme étranger qui va préfinancer ou qui va appuyer les projets de développement. Tout cela n'est possible que si l'élu local a de la vision, si l'élu local a
de la prospection pour sa collectivité, si le local cesse de considérer qu'il est un acteur politique, mais plutôt un entrepreneur socio-économique, il va mettre sur pied des mécanismes, des plans stratégiques qui sont adaptés à sa collectivité, le plus important étant d'être efficace et d'impacter positivement la vie de la communauté du moins du plus grand nombre. Et voilà, conseiller Yude, booster l'entrepreneuriat jeune au sein des collectivités territoriales décentralisées, est-ce possible et comment? Bien sûr que c'est possible. Les maires doivent cesser d'être des hommes politiques pour être des hommes d'État dotés d'une vision pour leur commune. Écoutez, je suis maire demain, je décide que je ne travaillerai qu'avec des jeunes. Les 6 premiers mois, on les reçoit, on les forme, ils créent des entreprises et pendant mes 5 ans, je ne travaille qu'avec ces entreprises-là, ces jeunes-là. C'est votre profession de foi déjà? Mais non, c'est un exemple. Ok. Vous posez la question de savoir comment est-ce qu'on en sort. Oui, mais je dis, si un maire est visionnaire, il est capable, dans sa commune, de créer même des opérateurs économiques, de faire en sorte que ces jeunes-là deviennent des opérateurs économiques et travaillent pour le bien de la commune. Et justement, ils vont être des contribuables. Ils vont être ses premiers contribuables. Donc, c'est bien possible. C'est bien possible. Abel Libiloubé, booster l'entrepreneuriat jeune dans les collectivités territoriales décentralisées, est-ce possible et comment? Quand j'étais conseiller municipal, en allant pour la première fois aux élections... Vous parlez du passé là, hein? Oui. J'avais écrit tout un programme d'action et là-dedans, il y avait ce qu'on appelait la création des zones de concentration des petits ateliers. Les OCOPA, zones de concentration de petits ateliers. C'est quoi en fait? C'est le camp Yabassi, c'est le marché Congo, un endroit où les menuisiers sont là, les menuisiers bois sont là, les menuisiers métalliques sont là, les machines sont là, les vendeurs de tissus d'ameublement sont là, les quincailleries sont là, et ainsi de suite. Et dans ce type d'organisation, la commune crée donc ça, prend les jeunes qui sont des menuisiers formés déjà dans les lycées techniques, parce qu'il ne faut pas tout le temps recommencer tout, prend des jeunes qui sont formés dans les lycées techniques et industrie de l'habillement, parce que si vous allez ici, au quartier Congo, vous allez trouver des gens que personne n'a aidé, mais qui cousent les pantalons à une vitesse élevée, qui se débrouillent à faire un travail à la chaîne pour coudre des pantalons. On peut donc organiser tout ça. Il faut financer ça. Pourquoi l'État a déjà pensé? On n'a rien à inventer en matière de collectivité territoriale. Il manque simplement les gens qui savent faire. Il a dit l'intercommunalité, il n'a pas inventé ça. C'est dans la loi d'orientation de la décentralisation. Expliquez-moi un peu pourquoi dans une ville comme Douala, où il y a 6 communes d'arrondissement et 5 ont au moins 2 milliards de budget. Aucune, nulle part, personne n'a envisagé de mettre 100 millions dans une cagnotte commune pour créer une manufacture de la ville de Douala où on pourrait produire des ventilateurs, on pourrait produire des habits à la chaîne. Par exemple. Par exemple. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche les 5 maires sur 6? Parce que j'enlève Manoka qui est petit, etc. 100 millions pour avoir un capital de 600 millions pour respecter les dispositions de l'article 34 de la loi d'orientation de la décentralisation. Les communes peuvent créer des entreprises. Pour donner l'exemple, ces entreprises-là, si elles sont effectivement créées, les jeunes auront où venir faire des stages, des stages professionnels qui sont dans les lycées techniques. Puis, c'est un secteur. Puis, on va dans un autre secteur. La ville de Douala, elle n'est pas rurale. D'accord. Mais dans la Sanaga maritime, qu'est-ce qui empêche les 11 communes de la Sanaga maritime de mettre 50 millions chacune pour avoir un projet
de centres de formation professionnelle intercommunale où on forme des apiculteurs, puis on met un petit fonds, 50 millions par commune. Ça fait 11 communes. Ça fait combien? 50 millions fois 10, ça fait 500 millions. Ça fait à peu près 600 millions là. Pour donner, vous savez, je suis quelqu'un qui a créé une entreprise à partir de rien. Quand je suis rentré de l'école, j'ai créé un atelier de blanchisserie qui existe jusqu'à aujourd'hui. C'est de ça que je vis. Personne, aucune institution ne m'a aidé. C'est une aide familiale. On m'a donné une machine à laver. Mon ami Antoine Christophe m'avait laissé un fer à repasser à Dakar qui était cassé, que j'avais attaché avec une ceinture. Ça, c'est votre expérience que vous essayez de nous dire maintenant. Très bien. Mon frère aîné a mis à peu près 300 000 francs pour que je loue une maison. Et dans cette maison, j'avais 15 employés. Je faisais 3 millions de francs de chiffre d'affaires par mois. Dans cette maison où moi-même j'habitais. C'est comme ça que je me suis Alors, c'est pour dire, finalement... Pour dire que... Parce qu'on sort déjà. Vous voyez, quand vous lisez la loi d'orientation de la décentralisation, vous vous rendez compte que la fonction de maire, ce n'est pas une sinécure. Ce n'est pas un endroit où on vient récompenser les amis politiques. Ce n'est pas un lieu où on vient reconvertir des fonctionnaires retraités et patati et patata. C'est un travail colossal. Il s'agit de développer le pays. Vous ne pouvez pas prendre un vendeur de journaux qui est assis à garantie voyage qui vend les journaux pour en faire un maire. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui a de la peine à former une phrase normale en français et vous dites que lui, il va éduquer les gens dans le village, les amener à savoir construire des écoles, etc., etc. Ce n'est pas pour rien que la plupart des maires ont la prétention de voir dans quelle mesure chacun peut faire sa part de business. Ils disent souvent qu'ils ont des conseils, créer sa plantation, faire ci ou ça, etc., etc. Parce que quand vous avez à faire l'éducation de vos 250 000, 500 000 habitants, vous n'êtes pas éduqués et moi je vous vote pour aller éduquer mes enfants. Nos populations doivent donc comprendre que et vous chutez par là. Par la manière dont elles prennent elles-mêmes ces choses à la légère, nous sommes tous en partie responsables du piétinement de la décentralisation. Très bien. Si nous voulons que la décentralisation réussisse, n'élisons pas n'importe qui. Très bien. Élisons des gens qui ne pas déjà leur profil. Parce que votre consultant a parlé. Mais cher monsieur Raoul, montez les projets pour que même l'État, même le FECOM finance. Il faut des aptitudes qualifiées. Quand Marafa était ministre de l'administration territoriale, donc à l'époque, il n'y avait pas le ministère de la décentralisation, Marafa a fait faire une étude sur la capacité des élus à utiliser les ressources disponibles au FECOM. Très bien. Allez au FECOM pour voir on a malheureusement atteint le temps. La quantité d'argent qui donne au FECOM et qui n'a pas de projet à financer parce que les projets sont mal montés. Ils ne sont pas comme disent les financiers bacards. Très bien. Donc les maires, il faut cesser de prendre n'importe qui pour en faire un maire. Parce que notre vie, notre développement en dépend. Ça pose dans le profil de qui doit être maire. Ça sera finalement l'objet du prochain. On dit qu'il faut savoir lire, écrire. Je suis d'avis avec certains pays d'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, où il y a eu un débat qui voulait que le maire ait au moins le bac. Très bien. Ici, on vous a dit qu'il faut savoir hanger les foules. Si vous êtes un bon hanger de foules, alors vous serez maire. Oui. Que vous savez, bon, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui va mettre 5 ans. Vous voyez ce qui arrive à la région du littoral? Non, c'est fini, c'est bon. On a refusé de prendre des délégués du gouvernement qui avaient déjà connu des lourdes missions de développement.
On a pris quelqu'un qui sort d'une commune de Nyanon, où on ne sait pas ce qu'il fait là-bas, ce qu'il a fait là-bas. On lui a donné une grosse région comme la région du littoral, la plus grande du Cameroun. Ça fait bientôt 5 ans. Non, on n'a pas encore fini de construire seulement l'hôtel de ville de ce plateau de la région du littoral. Non, monsieur Ali Lobé, il n'y a pas que la région du littoral qui a ces problèmes-là. Mais je n'ai pas... Donc, c'est un problème de personne. Je m'occupe pas de tout. Ce n'est pas un problème de personne.